អង្គុយចុះ Veuillez vous asseoir. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាមញ្ញ L'audience est reprise. Nous allons redonner la parole à l'équipe de la défense de Ieng Sary afin qu'il puisse, pour continuer, à poser des questions au témoin, M. Sonsikun. Maître Canavas, je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. J'aimerais revenir sur la question de vos responsabilités en tant que porte-parole du ministère des Affaires étrangères et en particulier la code Khmer suivante 00 83 21 64 à 65, la version française 00 83 31 07 à 09, je pense, et en anglais c'est la code 00 83 32 28 à 29. On vous pose un certain nombre de questions dans ce passage sur vos fonctions en tant que porte-parole du ministère des Affaires étrangères et on vous demande quel était votre chef direct. Vous avez déclaré ce qui suit. Ieng Sary était mon supérieur immédiat. Mais s'agissant de certaines tâches, je travaillais directement pour Pol Pot, qui était le secrétaire du parti. En cette qualité, il pouvait me fixer à quelque tâche que ce soit. Légalement, j'aimerais vous demander des éclaircissements par rapport à des réponses que vous nous avez données plus tôt dans la matinée. Ici, vous nous dites, en sa qualité de secrétaire du parti, il me confiait des tâches juridiques. Est-ce qu'il agissait dans une qualité différente que celle que vous avez évoquée aujourd'hui, où il prenait des décisions car il était Pol Pot? C'est le principe de la nomination dans le parti. Un subordonné doit suivre les ordres ou les instructions qui lui sont données par son chef et la minorité contrôle la majorité. En sa qualité de secrétaire du parti, Pol Pot pouvait confier des tâches à n'importe quel membre du parti sans être obligé de passer par le chef direct d'un des membres du parti. Et c'est sur cette base que le système était organisé. Maître Canavas, je vous remercie pour cette précision. J'aimerais maintenant passer à un autre passage. Il s'agit du passage d'un passage du 6 août, le Khmer 00 83 21 88 à 89, la version française 00 83 31 45 et en anglais 00 83 32 60. Ici, une question vous est posée. Est-ce que vous avez eu des contacts avec Non Chea pendant la période du Kampuchea démocratique? Dans votre réponse, vous dites Non Chea m'a demandé de préparer un article sur la politique étrangère du Kampuchea démocratique et que c'est le seul contact que vous avez eu avec Non Chea pendant cette période. Est-ce que vous retrouvez cet extrait à l'écran? Demande de Maître Canavas. Réponse: oui, c'est ce que j'ai déclaré. Maître Canavas, la précision que je souhaiterais obtenir à ce stade est la suivante. En quelle qualité est-ce que Non Chea vous a demandé directement d'écrire un article sur la
politique étrangère du Cambodge démocratique. Quelle autorité avait-il au-dessus de vous? Vous nous avez dit que Pol Pot avait le droit de vous ordonner de faire ce qu'il voulait car il était secrétaire du parti. Et dans l'exemple que je viens de vous donner, qu'en est-il? À l'époque, Nonchia était le secrétaire adjoint du parti. Donc, lui aussi, il avait l'autorité de contacter directement les membres du parti. Une dernière question, dit Maître Carnavas. Vous nous avez dit ce qu'ils avaient le droit de faire juridiquement en leur qualité de secrétaire et secrétaire adjoint du parti. Est-ce qu'ils avaient le besoin? Est-ce qu'ils devaient obtenir l'autorisation préalable de M. Yengsari? J'en reste là pour le moment. Est-ce qu'ils devaient obtenir l'autorisation préalable de Maître Yengsari pour vous permettre d'exécuter ces tâches? Réponse. Je ne pouvais pas en être certain, mais dans certaines circonstances, ce n'était pas nécessaire. Car Pol Pot traitait directement avec les membres du parti concerné. Question. Et quand il traitait directement avec vous? Je crois comprendre que vous aviez avec lui une relation d'amitié, car vous le connaissiez depuis longtemps. Donc, dans ses contacts avec vous, lorsqu'il vous confiait des tâches, est-ce que vous effectuez ces tâches en passant par Yengsari, ou bien est-ce que vous exécutiez ces tâches telles qu'elles étaient fixées par Pol Pot? Réponse. Lorsque des tâches m'étaient fixées directement, je traitais directement avec lui sans devoir consulter Yengsari. Question. Et si Pol Pot vous demandait de ne pas divulguer ce que vous faisiez en son nom, est-ce que vous étiez obligé de vous conformer à cet ordre? Ou bien, du fait que vous travaillez pour le ministère des Affaires étrangères, vous deviez le signaler à M. Yengsari? Réponse. Si je travaillais directement avec lui, en tant que membre du parti, je n'avais pas l'obligation de le signaler à Yengsari. S'il me posait une question à ce sujet, je lui en parlais, mais s'il ne me demandait rien, je n'avais pas besoin de lui signaler la chose. Car dans le parti, Pol Pot était au-dessus de Yengsari. La défense. Très bien. Pour être sûr d'avoir bien compris, s'il vous avait demandé ou ordonné de garder une information secrète, de ne pas la divulguer compte tenu de sa position, est-ce que vous étiez obligé de vous conformer à cet ordre? Réponse. Oui. Sans aucun doute. En tant que membre du parti, je devais me conformer à ses instructions. Question. Et cela n'aurait pas été considéré comme une attitude d'insubordination envers M. Yengsari. C'était parfaitement légal, en quelque sorte. Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je crois que la question de la défense est
une question largement orientée, et donc je vous demanderai à ce stade d'intervenir et de considérer que cette question n'est pas appropriée. Maître Carnavas voudrait bien faire dire aux témoins, faire confirmer les conclusions qu'il tire lui-même de ce passage, mais je ne crois pas que ce soit une façon appropriée de procéder. Mr. President, I'm asking for clarification. La défense. J'aimerais obtenir des précisions. Si l'on examine ma question, il est clair qu'elle se fonde sur des faits signalés par le témoin. Ce n'est pas comme si je lui demandais de confirmer ce que moi je dis. Je m'en remets à la Chambre. Si elle considère que ma question n'est pas appropriée, je passe à la suite. Le président. L'objection, telle qu'elle a été motivée par l'accusation, est valide. Maître, veuillez reformuler votre question. Deuxièmement, veuillez éviter de poser des questions hypothétiques et des questions amenant le témoin à présenter ses propres conclusions, car ceci est inapproprié, bien entendu. La défense. Merci, Monsieur le Président. Témoin, je ne vous demande pas de spéculer, mais simplement de nous aider à comprendre la structure et le fonctionnement. Je passe à la suite. Laissons les choses en l'état. Parlons des réunions. L'accusation a soulevé la question. À la même page, vous dites qu'il y avait différents types de réunions. À la page suivante, vous avez décrit ces réunions, et je donne les ERN. En Khmer 00832165, en français 0083 3108 et 09, et en anglais 0083 3230. Vous dites que le ministère des Affaires étrangères était divisé en deux sections. L'une, c'était la section du département, et l'autre, c'était la section du bureau. Le bureau s'occupait de la production, de la sécurité et de l'alimentation, par exemple. La section du département traitait des questions diplomatiques. Et les deux relevaient d'organisations de branches du parti différentes. Je voudrais aborder plus avant la structure du ministère des Affaires étrangères.
Peut-être pourrez-vous nous aider à éclaircir les choses. Vous travaillez dans la section du département, si j'ai bien compris votre réponse, laquelle s'occupait des affaires diplomatiques. Est-ce que je peux donc tirer raisonnablement cette conclusion sur la base de votre réponse? Réponse. Non, c'était le contraire. À B1, donc au ministère, il y avait d'une part le bureau qui s'occupait de la production, de la sécurité, et il y avait le département qui s'occupait des questions diplomatiques. Moi, je relevais du département diplomatique, lequel s'occupait des affaires diplomatiques. Question. Donc vous ne releviez pas du bureau. Je passe à la suite. Je voudrais examiner certaines de vos déclarations. Le président. Je vous en prie, maître. L'avocat du témoin. Bonjour, monsieur le président, mesdames, messieurs les juges, bonjour à tous. Le témoin vient de dire qu'il travaillait au département et non pas au bureau du ministère des Affaires étrangères. La défense, je ne pense pas qu'il y ait de problème. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai posé une question, il n'y a pas eu de réponse, je suis passé à la suite. If we go to the following, Passons à la page suivante. Là, vous expliquez que la section du bureau avait une cellule du parti et que Madame Saucet était la secrétaire du parti. Vous dites que vous étiez membre. C'est ce qu'on trouve dans la transcription à la page 44 ou en khmer à la page 0083, 2165 et 56 en français 0083 3109 et en anglais 00 83 32 30 et 31. C'est la raison pour laquelle je vous demande des éclaircissements. Il y a un autre passage. Vous parliez de réunion de la cellule du parti. En khmer, c'est à la page 0083, 21, 72 et 73. En français, 0083, 31, 20 et 21. Et en anglais, 0083, 32, 40. J'aimerais éclaircir certains points. Aujourd'hui, vous avez dit que d'après votre compréhension des choses, vous travaillez au département et au sein du département, vous étiez dans la section diplomatique. Est-ce que j'ai bien compris? Réponse. Laissez-moi préciser à nouveau. Mon avocat vient de préciser les choses, lui aussi. Le ministère des Affaires étrangères était divisé en deux. D'une part, le bureau, d'autre part, le département. Moi, je travaillais dans la section du département qui traitait des affaires diplomatiques. La défense. Très bien. Lorsqu'il y avait des réunions dans la section diplomatique, qui présidait ces réunions? Dans la section diplomatique du département. Était-ce Madame Saucet? Réponse.
Madame Saucet présidait les réunions car elle était à la tête de la cellule du parti. La défense. Je pense que c'est la même personne que vous avez citée précédemment. Vous avez dit que c'est à elle que vous remettiez le fruit de votre travail pour qu'il soit communiqué à Pol Pot lorsque vous rédigez ces articles pour l'information et la propagande. Est-ce que j'ai bien compris? Réponse. Effectivement, c'est la même personne. Question. Où se trouvait votre bureau, compte tenu du fait que vous aviez différentes tâches et travailliez à différents endroits? À l'époque, où vous trouviez-vous physiquement? Réponse. Mon bureau était situé dans la maison de verre qui à présent est le siège du Conseil des ministres. Quant à mon bureau personnel, si l'on entrait par la droite, c'était la première salle. Donc, ceux qui venaient travailler, y compris les cadres, avant d'arriver dans leurs bureaux respectifs, ils passaient d'abord par mon bureau à moi. Question. Est-ce que c'était à B1? Réponse. Oui, c'était dans l'enceinte de B1. Question. Combien de bâtiments B1 comportait-il? Réponse. Il y avait là plusieurs bâtiments. Ces bâtiments étaient utilisés comme espace de bureau. Quant à la maison de verre, elle était utilisée comme espace de bureau et il y avait un autre bureau. C'était une villa d'un étage qui n'était pas employée comme bureau, mais bien comme lieu de résidence. Et derrière, il y avait les lieux où logeaient les cadres et les combattants. Il y avait 4 ou 5 bâtiments. Question. Je vous renvoie au document E3/100. Il s'agit d'une déclaration que vous avez faite le 17 décembre 2007. Vous avez fait différentes déclarations, je vais en examiner quelques-unes. Ça, c'est la première. Ankmer ERN 0020, 41, 47 et 48. En français, 00, 34, 46, 99 et 00. Et en anglais, 00, 22, 36, 36, soit la page 3. Et ici, on vous demande d'expliquer la structure administrative du ministère des Affaires étrangères. Je voudrais examiner une partie de votre réponse et j'espère que vous pourrez préciser certains points. Ici, vous dites, à l'époque, le ministère des Affaires étrangères s'appelait B1. Monsieur Ieng Sary en était président. Il y avait un secrétariat général et un bureau et un président du bureau, Sohong. Je suppose que c'est Sohong. Ce bureau était divisé en une section de sécurité avec Pipun, alias Chim, comme président. Madame Saucet était présidente du secrétariat général. Du protocole et de la branche du parti. Concernant la section de la politique générale, Ieng Sary lui-même en était président et il y avait là plusieurs intellectuels
comme Ok Sokun, Chun Prasit et Kitchon, ainsi que d'autres. La section de la propagande et de l'information, j'en étais président. Fin 77, Ni Korn était président de la section du protocole, succédant à Madame Saucé. Nikon, auparavant, avait été secrétaire de secteur dans la zone ouest. Quant à la section des affaires du parti, il y avait là plusieurs responsables que je ne connaissais pas. Fin de citation. Est-ce que vous maintenez cette réponse et cette description selon laquelle Ieng Sary était président, Sohong était secrétaire général et, plus bas dans la hiérarchie, Pipun en tant que président de la section de la sécurité? Réponse. Oui, je maintiens ces propos. La défense. Très bien. Ensuite, vous décrivez les fonctions de Madame Saucé. Elle était présidente du secrétariat général, chef du protocole et de la branche du parti. Apparemment, il y avait donc 3 postes que cette dame occupait. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. À un moment donné, et j'espère qu'on y viendra, vous avez dit qu'aux ambassades, le secrétaire était la personne plus importante encore que l'ambassadeur. Vous souvenez-vous avoir dit ça? Réponse. Oui, c'est ce que j'ai dit. Question. Pour mémoire, cela se retrouve à la page suivante. 00 83 21 99 jusqu'à 200. Je pense que c'est là. Oui, en anglais 00 83 32 73 et 14. Et en français 00 833 160 à 162. Je voudrais obtenir un éclaircissement. Est-ce que son statut était l'équivalent de celui d'un secrétaire d'ambassade, selon la description que vous en avez faite? Réponse. Monsieur le Président, j'aimerais que l'avocat précise sa question. S'il veut que je compare le statut de secrétaire de parti dans une ambassade avec le rôle de secrétaire d'une cellule du parti, le Président. Maître, pourriez-vous préciser votre question? Le témoin n'a pas bien compris. Veuillez établir une distinction claire lorsque vous parlez de secrétaire. Est-ce que vous parlez du secrétaire en tant que chef de section ou de département, ou bien est-ce que vous parlez de secrétaire dans le sens de secrétaire du parti? Il y a aussi une distinction à établir entre un ambassadeur et un secrétaire d'ambassade stationné dans un pays étranger. La défense, c'est justement la précision que j'essaye d'obtenir. Je vais procéder autrement. Quelles étaient vos fonctions exactes au ministère des Affaires étrangères, telles que vous les compreniez à l'époque?
Réponse. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que l'avocat pose des questions sur les attributions de Madame Saucé? La défense. Oui, et ce, en ses différentes qualités. ជាក់ស្ដែងគឺគាត់ជាលេខាបកក៏ប៉ុន្តែគ្មានអំណាចទេព្រោះ Réponse. Dans la pratique, elle était secrétaire de la cellule du parti, mais elle n'avait pas d'autorité réelle parce qu'elle était subordonnée à Sohong et à Ieng Sari. Son rôle consistait uniquement à diriger les réunions, et c'était tout. Quant au résultat des réunions, il en était fait rapport à Sohong ou Ieng Sari. Je n'avais pas de détails là-dessus. En résumé, son rôle principal était de s'occuper du secrétariat général. Elle était chargée de préparer les documents. Elle s'occupait de l'accueil des invités. Même chose pour la section du protocole, car ces deux sections avaient beaucoup de travail à l'époque. La défense. Merci. Vous citez Sohong. Selon vous, quelles étaient ses fonctions et responsabilités en tant que secrétaire général et président du bureau? Réponse. Il était secrétaire général et son rôle était sans rapport aucun avec la section des affaires diplomatiques. Il traitait directement avec la section du bureau, chargée de la production, de la sécurité, etc. Et s'occupant aussi de la sécurité des visiteurs étrangers présents au Cambodge. Il le faisait en coordination avec Pi Poon et d'autres cadres. La défense. Très bien. Puisqu'au moins en 2007, vous étiez conscient du fait que Pi Poon avait été chef de la section de la sécurité, est-ce qu'à l'époque, vous le connaissiez? Réponse. J'ai connu Pi Poon en 1975 quand je suis allé travailler au ministère des Affaires étrangères. Il m'a dit être responsable de la sécurité et de la protection du personnel diplomatique, des locaux diplomatiques et des représentants diplomatiques qui étaient en poste au Cambodge. La défense. Merci. Mais apparemment, d'après la déclaration que j'ai ici en main, vous le connaissiez comme étant le président de la section de la sécurité. Est-ce qu'à l'époque, vous le connaissiez en cette qualité? Président de la section de la sécurité. Est-ce qu'il avait ce titre? Réponse. Laissez-moi préciser. À l'époque, je le connaissais en sa qualité de responsable d'assurer la sécurité du personnel diplomatique, mais je ne lui connaissais aucune autre fonction. Now, sticking with Sohong, Je voudrais rester sur, demander des éclaircissements sur Sohong. Dans votre déclaration du 13 mars 2009, il s'agit du document E3/372. La cote ERN en Khmer est la suivante: 0029 0420 en français 0029 04 31 à 32 et en anglais 0029 04
26. Dans ce document, on vous a demandé si ces deux infrastructures étaient sous le contrôle de Iang Sari, à savoir donc le bureau et vous déclarez en principe oui, mais en pratique, comme le neveu de Pol Pot était le chef de l'office entre guillemets, celui-ci décidait ce qu'il voulait sans consulter Iang Sari. Et vous poursuivez en disant c'était d'ailleurs la même chose pour la section des diplomates et vous donnez un exemple. Est-ce que ce passage est devant vous maintenant? Réponse oui, je le vois. Vous nous dites ici que Sohong était le neveu de Pol Pot. Bon, ça c'était en 2009. Est-ce que vous saviez qu'il était le neveu de Pol Pot de 1975 à 1979? C'est-à-dire, saviez-vous qu'il était le neveu de Pol Pot de 1975 à 1979? Réponse: oui, je le savais. Question: savez-vous quelles étaient ses relations avec son oncle Pol Pot? Réponse: non, à l'époque, je ne le savais pas. C'est quelque chose que j'ai appris après 1979. Et la personne qui m'a parlé de cela était une personne qui m'était proche. Et Pol Pot n'appréciait pas Sohong, car Sohong était une personne qui suivait la voie médiane. Et ce n'était pas une personne qui flottait. Donc il n'avait pas confiance en lui. Vraiment, c'est ce que j'ai compris. C'est ce qu'on m'a dit. J'aimerais vous demander qui vous a dit cela et quand est-ce que cette personne vous a dit cela? Réponse: maître, je préfère ne pas répondre à cette question, s'il vous plaît. Maître Canavas, je respecte cela. De 1975 à 1979, est-ce que vous l'avez vu parler avec son oncle à l'époque? S'ils ont eu l'occasion de se parler, bien sûr. Réponse: je ne me rappelle pas les détails, mais au meilleur de mon souvenir, lorsque j'ai eu l'occasion de travailler avec Pol Pot, Sarong n'était pas présent. Seul Iang Sari était présent. Cela suggère qu'il ne travaillait pas directement sur les questions diplomatiques. Et moi je travaille avec Pol Pot sur les questions diplomatiques. Par exemple, parce qu'il me fallait préparer le livret noir en 1977. Maître Canavas, je vous remercie. Lorsque vous dites que c'est ce que ça voulait dire, n'êtes-vous pas en train de tirer une conclusion?
Intervention hors micro de Maître Carnavas, signale l'interprète. Réponse. Monsieur le Président, je ne comprends pas la question qui a été posée par Maître Carnavas. Maître Carnavas, je vais passer à autre chose et je vais procéder étape par étape. Est-ce que vous avez des informations sur la relation de travail qu'aurait eu Sorong avec Pipun, aussi connu sous le nom de Chiem, avant 1975? Réponse. Avant 1975, je ne connaissais pas ces deux individus. À cette époque, entre 75 et 79, saviez-vous si ces personnes avaient travaillé ensemble avant 1975? Réponse. Non, je ne le savais pas. Comme je l'ai indiqué, je ne connaissais pas ces deux personnes avant 1975. Maître Carnavas, je ne vous ai pas demandé si vous les connaissiez. Je vous ai demandé si, de 1975 à 1979, vous aviez connaissance du fait que ces gens avaient travaillé ensemble. Si j'ai bien compris votre réponse, la réponse est non. Est-ce que j'ai raison? Réponse. Oui, vous avez raison. Question. Est-ce que vous savez si ces deux individus, avant 1975, est-ce qu'ils avaient un lien quelconque avec Pong? Le Président. Monsieur le témoin, je vous demande d'observer une pause. Maître Carnavas, vous pouvez poursuivre. Pardon, Maître Vincent. Merci, Monsieur le Président. Le témoin vient de répondre qu'il ne connaissait pas Sorong ou Chiem avant 1975 et qu'il ne savait pas donc s'ils avaient travaillé ensemble. Et là, on demande au témoin encore de savoir si ils auraient une relation quelconque avec Pang. Mais je ne crois pas que le témoin puisse répondre à cette question. Il ne connaissait pas ces individus avant 1975. Alors, poser des questions auxquelles le témoin ne pourra pas apporter de réponse, je ne crois pas que ce soit admissible ou utile devant cette Chambre. Mr. President, now that we gave the Maître Carnavas, maintenant que nous avons donné la réponse au témoin, la question que je souhaitais poser, c'est entre 1975 et 1979, est-ce qu'il avait connaissance de cela? Il était à B1. Il était en place. Donc il aurait pu avoir connaissance de cela. La question que j'avais, c'est est-ce qu'il avait connaissance? Alors que maintenant, l'avocat de la poursuite vient d'évoquer 870, alors que le témoin a dit qu'il a décrit un incident. Donc moi, je demande s'il l'a su. Soit il en a eu connaissance, soit il n'a pas eu connaissance. S'il en a eu connaissance, c'est comment en a-t-il eu connaissance? S'il n'en a pas eu connaissance, dans ces cas-là, je vais passer à autre chose. Réponse, non. Maître Carnavas, je vous remercie. Mes collègues viennent de me dire qu'en Khmer, avoir connaissance de quelque chose et attendre, c'est la même chose en Khmer. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui se perd au niveau de la traduction, au niveau de ces nuances. Et peut-être que c'est pour ça que mes questions ne vous semblent pas raisonnables. Ne semblent pas être raisonnables, corrige l'interprète. Est-ce que vous savez si entre 1975 et 1979, Sorong a eu un contact ou avait des liens avec Pong? Réponse, non.
Maître Canavas, la même question, je voudrais vous poser la même question par rapport à Chim Pipun, à savoir, est-ce que Pipun a eu des contacts directs ou indirects avec Pong? Réponse: non, je ne sais pas non plus. Question: est-ce que vous pouvez nous dire où était situé le bureau de Pipun? Réponse: le bureau de Pipun était situé à plusieurs endroits. Ou plutôt, Pipun n'avait pas de bureau. Maître Canavas, est-ce que ça veut dire qu'il circulait de bâtiment en bâtiment, y compris dans le vôtre? Réponse: il me semblait qu'il n'avait qu'un endroit pour être et qu'il devait donc de passer d'un endroit à un autre alors qu'il effectuait ses fonctions, qu'il flottait d'un endroit à l'autre. Question: et est-ce qu'il lui arrivait de flotter dans votre bâtiment? Réponse: oui. Il venait nous rendre visite. Il venait, il disait quelques mots et il repartait. Réponse: je dois comprendre qu'entre 1975 et 1979, lorsqu'il flottait dans votre bâtiment, il vous arrivait de le rencontrer et de lui parler, ainsi qu'à Kechin. Réponse: j'ai pu en effet lui parler, mais je pense qu'il s'agissait juste d'une conversation, plutôt que de conversations portant sur nos responsabilités ou sur mes tâches. Et Maître Canavas, pourquoi vous ne lui avez pas posé des questions justement sur ces tâches qu'il vous demandait d'effectuer? Sur ces tâches que vous étiez en train d'effectuer, corrige l'interprète. Réponse: c'était le principe même du PCK. Les gens ne s'occupaient que de leurs propres affaires. On disait aux gens: ne vous occupez pas des affaires des autres. Si j'avais à poser une question à Pipun sur ces tâches, à ce moment-là, j'aurais violé ce principe du PCK. Je n'avais pas peur du parti, mais si je l'avais fait, alors Pipun aurait pu me dénoncer et il m'aurait pu m'accuser d'avoir violé les principes du PCK. Maître Canavas, c'est justement pour ça que je vous ai posé un certain nombre de questions sur le concept du secret et de dire qu'il faut que de conserver le secret, ça permet à une révolution de gagner à 50%. Réponse: question. Si vous lui posez des questions sur vos tâches, j'aimerais retourner cette question. Et que se serait-il passé
s'il vous avait communiqué des informations auxquelles vous n'aviez pas le droit d'avoir accès. Est-ce que ça, c'était autorisé? Le président, je demande aux témoins de ne pas répondre aux questions qui commencent par le mot « si » dès lors où c'est une question hypothétique. Maître Carnavas, est-ce que ce principe s'appliquait-il aux autres, non seulement lorsqu'il s'agissait de poser des questions, mais de donner des informations de son propre gré? Je ne vous demande pas de spéculer, je vous demande de baser votre réponse sur ce que vous avez vécu. Réponse. Ces principes s'appliquaient à tous. Nous ne souhaitions pas avoir connaissance des informations des autres et les autres ne voulaient pas non plus savoir des choses qu'ils ne devaient pas savoir. Maître Carnavas. Si jamais vous communiquiez des informations confidentielles ou qui concernaient votre travail, il y avait-il des conséquences? Le président, monsieur le coprocureur, vous pouvez poursuivre. Oui, monsieur le président, c'est le même cas de figure qu'auparavant. La question commence par si jamais vous deviez communiquer des informations, etc. C'est encore une question hypothétique, monsieur le président. Le président, objection retenue. J'ordonne aux témoins de ne pas répondre à cette question. Monsieur Carnavas, dans ces cas-là, je vais poser des objections chaque fois que le coprocureur agit de cette manière. Ce n'est pas parce qu'une question commence avec « si » que ça veut dire que c'est... Je fais de la spéculation, je ne demande pas... Le témoin est ici pour nous parler de la structure. Et c'est un témoin qui a une connaissance intime des événements. Il nous a dit ce qui pouvait arriver s'il posait des questions. Je lui ai demandé personnellement que lui arriverait-il s'il communiquait des informations secrètes au vu de ses connaissances. Il a vécu à cette époque, nous n'étions pas présents. J'accepte la décision de la Chambre, même si je ne suis pas d'accord avec cette décision, je respecte cette décision. Let me turn now to J'aimerais maintenant passer à une autre question. Il s'agit de la code 0063 871 à 872, le français. « 0083 31 19 en français, 0083 32 38 en anglais. C'est toujours le transcript du 6 août. On vous pose la question suivante. Et vous répondez aussi de la façon suivante. Lorsqu'il est question d'événements importants, vous dites « Lorsqu'il y avait un événement important, on le partageait avec les membres de la réunion. » Et ensuite, à la question suivante, vous répondez « Je ne me souviens pas clairement. Ils ne nous parlaient pas souvent des décisions du comité permanent. Mais ils n'ont même pas... Parfois, ils ne disaient même pas que c'était une décision du comité permanent. Ils disaient que c'était une décision du parti. Donc une décision collective prise par le parti. Dès lors où il est question de spéculation, justement, et d'hypothèse, est-ce que vous pouvez nous dire, comment pouvez-vous dire
que c'était une décision prise collectivement par le parti, alors que vous nous avez déjà dit, en réponse à des questions posées par le procureur, que vous n'avez jamais participé à une réunion du comité permanent. N'êtes-vous pas justement en train de spéculer lorsque vous dites que ces décisions sont prises collectivement? Réponse. Monsieur le Président, je ne sais pas ce qu'il veut dire par le mot spéculation. Le Président. Maître Canavas, nous vous demandons de reformuler votre question. Dès lors que vous avez utilisé l'expression spéculation, hypothèse dans une question, et il s'agit justement de choses qu'il faut éviter dans les questions. Et il semblerait que le témoin a du mal à comprendre votre question. Donc nous vous demandons de reformuler votre question. La question doit être brève, précise. Et à ce moment-là, et le témoin doit être en mesure de comprendre votre question afin de pouvoir y répondre avec précision. Les gens qui savent poser de bonnes questions doivent permettre aux gens de répondre. Sinon, les gens vont répondre avec des réponses auxquelles on ne s'attend pas. Maître Canavas, je vous remercie, Monsieur le Président. Procédons étape par étape. Le procureur vous a demandé si vous avez participé à une réunion du comité permanent ou alors si ils vous ont communiqué des informations qui provenaient de ces réunions. À ces questions, vous avez répondu non. Est-ce que vous maintenez votre réponse? Réponse oui. Afin de veiller à ce que personne ne pense que j'invente, je vous donne la cote ERN en khmer, français. L'interprète n'a pas entendu les codes ERN. 0083 31 62 se reprend l'interprète. On vous a posé un certain nombre de questions par rapport au comité permanent et aux réunions. Maître Canavas se corrige. Des informations qui ont été évoquées dans ces réunions. De temps en temps, ou de façon régulière, vous souvenez-vous si Ieng Sary a parlé de décisions prises par le comité permanent, commission centrale du comité permanent? Je ne me souviens. Votre réponse est: je n'ai pas un souvenir clair de cela. Et ne nous parlez pas fréquemment des décisions du comité permanent. Et même dans ce cas, il ne disait pas que c'était une décision du comité permanent. Mais il nous disait que c'était une décision du parti. Donc, une décision prise collectivement par le parti. J'aimerais revenir sur cette dernière partie. Lorsque vous dites « donc », une décision prise collectivement par le parti. Si vous n'avez participé à aucune réunion du comité permanent, comment pouvez-vous savoir que c'était une décision collective du parti? Réponse. J'ai déclaré que M. Ieng Sary ne m'a pas dit qu'il s'agissait d'une déclaration du comité permanent, mais je ne me souviens pas exactement
mais il s'agissait de la décision, une décision commune qui avait été prise du parti ou la décision collective du parti. Mais une décision prise par Pol Pot à lui seul, représentait une décision du parti. Donc une décision du parti. Et les autres, à ce moment-là, devaient être d'accord avec cette décision. Maître Carnavas, je vais revenir à ce que vous avez dit aujourd'hui. Vous nous avez dit que Pol Pot rendait des décisions seul. Vous souvenez-vous avoir dit cela? Réponse, oui. Parfois, Pol Pot avait l'autorité de prendre une décision en sa qualité de secrétaire du parti. Et parfois, il prenait, et ce n'est qu'en ces occasions-là qu'il prenait des décisions seul. C'est ce que vous déclarez sous serment? Réponse. Je ne sais pas vraiment. Mais dans certains cas, il n'avait pas besoin de rencontrer d'autres personnes avant de prendre des décisions. Voilà ce que j'ai déclaré. Je suis sous serment et je maintiens ce que j'ai déclaré sous serment. Vous répétez cela, c'est un peu comme si vous me tapiez sur la tête, me rappelez ainsi que je suis sous serment. Le président, Maître Carnavas, je vous demanderai de reformuler votre question et de ne pas démoraliser le témoin en formulant vos questions de cette façon. Nous savons tous que ce témoin est sous serment et le document où il a effectué son serment fait partie du dossier et nous pouvons à tout moment y faire référence qu'au début du procès, il a en effet effectué son serment devant la Chambre. Maître Carnavas, j'aimerais maintenant passer à un document. La cote ERN est 00 83 31 20 21 en anglais. « 0083 32 40 en anglais et 0083 21 72 à 73 en khmer, où il est question d'un certain nombre de réunions. Le président, veuillez répéter les cotes de nouveau. Vous les avez lus trop rapidement et nous n'avons pas pu entendre les cotes ERN en khmer. Le khmer, c'est 0083 21 72 à 73. En anglais, 0083 31 20 à 21. L'anglais, c'est 0083 32 40. Et c'était donc toujours le transcript du 6 août. L'interprète se corrige en disant que la cote ERN c'était 0083 31 20 à 21. À cette page, il est question de deux branches du parti, à savoir une branche qui était sous la cellule du parti des affaires politiques et ensuite la cellule du parti au niveau des affaires diplomatiques et puis l'autre.
Vous dites que M. Tun Kandun Kichun Sopan Tun Pasit, et vous dites que Sopan était son secrétaire personnel. J'aimerais vous demander ce qui était évoqué dans ces réunions des cellules du parti. Et nous savons que ces personnes étaient membres, et nous savons que Kichun et Tun Proset sont en vie aujourd'hui. Est-ce qu'ils auraient des informations sur ce qui se passait dans ces réunions? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est au coprocureur international. Merci, Monsieur le Président. Il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, la citation n'est qu'une citation partielle, et j'attire l'attention de la Chambre sur ce fait-là, notamment sur le fait qu'une phrase qui n'a pas été citée par la défense est que M. Yengsari présidait les deux cellules de parti. Deuxièmement, il invite le témoin à spéculer, à demander ce que d'autres personnes pourraient savoir du contenu de certaines réunions. Je crois que ce n'est pas le rôle du témoin de le faire. Je vous remercie. Maître Canavas, laissez-moi répondre. Il est bien connu que l'accusation sort les choses de son contexte. Je n'ai donc rien fait qui soit différent de ce que fait toujours l'accusation. Nous ne nions pas non plus que la transcription mentionne Yengsari, mais il est indiqué ici qui étaient les membres. Je vais laisser tomber la dernière partie de la question, mais est-ce que le témoin maintient sa réponse, comme quoi ces deux personnes, Kichun et Tun Praset, étaient des membres et siégeaient aux mêmes réunions que ce témoin? Le président, je donne la parole à la juge Cartwright. La juge Cartwright, merci Monsieur le Président. Monsieur Carnavas, pourriez-vous répéter la question? Vous avez laissé tomber certaines parties, or nous devons bien savoir quelle est la question que vous posez maintenant. La défense, mes excuses. Tout simplement, est-ce que vous maintenez votre déposition, à savoir que tels étaient les membres de la cellule du parti et qu'ils assistaient aux réunions ainsi que vous-même? Réponse. Oui, je sais qu'ils assistaient aux réunions car j'étais membre de la cellule. Le président, le moment est venu de suspendre l'audience pour la pause déjeuner. Je m'adresse à la défense de M. Yengsari. De combien de temps la défense a-t-elle encore besoin pour interroger ce témoin? Maître Carnavas, merci et mes excuses. J'aurai besoin du reste du temps alloué à la défense. C'était, je pense,
2 jours, je suis plus ou moins à la moitié de mes documents. Je vais essayer de rationaliser mon interrogatoire et de tenir compte des avertissements de la Chambre en étant aussi bref que possible. Mais je ne veux pas induire la Chambre en erreur. J'essaierai d'en avoir terminé lundi pour la pause de la mi-matinée. Le président. Maître, si le témoin est prêt à déposer cet après-midi, son interrogatoire pourrait être terminé d'ici à la fin de la journée. Qu'en diriez-vous? Nous venons d'apprendre que le témoin fera de son mieux pour en terminer aujourd'hui. Il est prêt à déposer cet après-midi pour rentrer chez lui aussi vite que possible. Cela fait déjà plusieurs jours qu'il est ici. La défense. Je pense que cela est faisable toute l'après-midi. Pendant la pause, je vais modifier mon interrogatoire. Je pense que je peux faire comme proposé. J'avais juste mentionné la journée de lundi, car il s'agissait d'une demi-journée. Le président, merci maître, Monsieur Sung-Sikun. Qu'en est-il? Accepteriez-vous de continuer de déposer cet après-midi? Est-ce que vous vous sentez suffisamment en forme pour poursuivre cet après-midi? Réponse. Monsieur le Président. Je fais de mon mieux. Mais je crains fort de ne pas être en mesure de continuer cet après-midi. Je pense avoir besoin de quelques jours de repos. Sans repos, je crains que mon état de santé ne se détériore. D'après ce que j'ai pu constater, si je ne me repose pas suffisamment, je ne pourrai pas pleinement répondre aux questions telles qu'elles sont posées par la défense. Je pense que d'ici à lundi, je peux reprendre des forces de façon à être en pleine possession de mes moyens pour répondre aux questions qui me seront posées. Le Président. Merci. La Chambre fait droit à votre demande. Nous allons donc procéder comme vous l'avez proposé. La défense de Ieng Sary pourra poser ses dernières questions lundi prochain. Monsieur Sung-Sikun, vous êtes cité à comparaître lundi matin, accompagné de votre avocat.
C'est donc lundi prochain que se poursuivra la déposition de M. Sonsikon. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance aux témoins en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et experts, de façon à ce que M. Sonsikon puisse rentrer chez lui et être de retour dans le prétoire lundi prochain, pour 9 h du matin. La parole est à la défense de Nunchea. La défense. Merci, Monsieur le Président. Notre client Nunchea souhaite suivre l'audience de l'après-midi depuis la cellule temporaire, car il souffre de maux de tête, de mal de dos et en général de problèmes de concentration. Nous avons préparé le document de renonciation à votre intention. Le Président. La Chambre est saisie d'une demande présentée par Nunchea par le biais de son avocat. L'accusé demande à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule temporaire en raison de son état de santé. La défense a fait savoir que le document de renonciation portant les empreintes digitales de Nunchea seraient remis au greffe. La Chambre fait droit à cette demande. Monsieur Nunchea pourra suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Il a expressément renoncé à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire. La défense est priée de remettre le document de renonciation signé par M. Nunchea ou portant ses empreintes digitales, et ce, dès que possible. Service technique, veuillez brancher le matériel audiovisuel pour assurer la liaison entre la cellule temporaire et le prétoire. Ainsi, M. Nunchea pourra suivre l'audience à distance pour le restant de la journée. Agent de sécurité, veuillez conduire M. Nunchea et Kyo Sampan à leurs cellules temporaires respectives et ramener M. Kyo Sampan dans le prétoire. Cet après-midi, avant la reprise des débats. Cet après-midi, la Chambre continuera d'entendre la déposition du témoin So Siek. L'accusation poursuivra son interrogatoire de ce témoin. L'audience est levée. ចាំទៅនាទីរសៀលចូលវិញសម្រាប់ចុះ សូមក្រោកឈរ